Donc, bonjour à vous tous et bienvenue sur cette série Frugal Insight Hour. Donc, l'année dernière, avec Marc et Pranav, on avait organisé le Frugal Innovation Day. Et cette année, à cause du confinement, on fait une série de webinaires avec différents intervenants sur différents sujets pour explorer c'est quoi l'innovation frugale et comment est-ce qu'on peut accélérer cette transition. Donc, l'innovation frugale, c'est une approche pour créer des produits et des services à forte valeur ajoutée qui sont accessibles au plus grand nombre de personnes euh, et, et ça répond à un besoin social, environnemental et bien sûr économique, tout en réduisant les ressources telles que le capital, le matériel et le temps. Donc la bonne nouvelle avec le Covid-19, c'est que cette transition écologique, énergétique et solidaire s'est accélérée. Et pour la plupart des entreprises qui avaient comme raison d'être que de créer de la valeur pour les actionnaires, cette crise nous a montré qu'on a besoin de faire une bascule sur la notion même de valeur et de contribuer au bien commun. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment on est en train de faire ce bascule. Et donc, on va être ensemble pendant 1 heure jusqu'à 13 heures. Et donc, on a vu qu'il y a plusieurs entreprises du CAC 40, par exemple, qui ont commencé à fabriquer des masques, des respirateurs ou du gel sanitaire. Donc, est-ce que c'est du RSE ou est-ce que c'est une opportunité d'innovation? Et finalement, bah, c'est quoi le ESG? On parle aujourd'hui beaucoup du ESG, donc on va voir c'est quoi le Environment Social Governance. Et donc, pour répondre à cette question, nous avons avec nous deux experts, Jackie et Monica, qui vont nous éclaircir sur ces sujets. Donc, Monica vient du monde du conseil du Big Four et elle a un parcours dans le risque et la finance. Monica, si tu veux te présenter et nous présenter Impact Plus rapidement. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à ce débat. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger sur des sujets aussi importants et aussi passionnants. Donc, moi, je suis la fondatrice de Impact Plus. Le nom ne vous est sûrement pas familier, pas d'étonnement. Impact Plus a été créé au début du confinement. Et donc, c'est un bureau de conseil qui va se focaliser sur la finance durable, qui s'adresse tout particulièrement au secteur financier, donc aux banques, aux assureurs, etc. Qui a aussi quelque chose de particulier en termes de fonctionnement, enfin de modèle organisationnel et de fonctionnement, parce que ce modèle se veut également durable. Si vous vous demandez ce que j'ai fait avant, comme Abhinav l'a dit, je viens d'un Big Four. J'ai en fait passé la majorité de ma carrière avant Paris chez Price Waterhouse entre Bruxelles et les États-Unis en banque assurance. Et donc, c'est de là que je lance cette offre sur la finance durable. Pourquoi être aujourd'hui parmi vous dans cette discussion sur l'innovation et la reprise économique suite à la crise Covid? Parce que comme nous allons le voir à travers ce que Jackie va expliquer, ainsi que certains des exemples que je vais donner du monde financier, finance durable, reprise économique et création de valeur sont étroitement liés. Voilà pour ma présentation. Donc, Monica, j'ai une toute petite question pour toi. C'est quoi la différence entre le RSE et et le ESG, les critères environnementaux, sociaux, gouvernance? J'avais justement préparé une slide. Je ne sais pas si on peut. Enfin, je vais partager mon écran peut-être. Tu veux que je partage? Je crois que ça va aller. Hop. Voici. Est-ce que vous voyez bien? Ouais.
Donc, en fait, donc on a RSE et ESG sont des acronymes. RSE, ça se réfère à la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, alors que ESG, c'est en anglais, c'est Environmental Social Governance. Et les deux termes, si on les traduit d'après le dictionnaire, veulent dire la même chose. Dans la pratique, ils ne se réfèrent pas nécessairement exactement à la même chose. Et il reflète cette évolution que j'ai illustrée dans le slide, où les entreprises sont parties de la volonté de faire du mécénat, par exemple, aider les populations plus démunies ou les régions plus démunies, vers des programmes plus formels de responsabilité sociétale et environnementale qu'elles communiquent annuellement et dont font partie, par exemple, la gestion des déchets, l'énergie propre, comme on dit, l'égalité hommes-femmes dans l'entreprise, dans les board of directors, etc. Le problème avec ça, c'est que c'était vu comme une responsabilité en dehors du modèle économique et de la création de valeur de l'entreprise. C'est un peu un nice to have pour gérer le risque de réputation ou juste faire du bien au-delà de son offre de produits et de services. Depuis pas mal d'années, cela a évolué dans l'analyse des facteurs ESG, donc Environmental Social Governance, par les investisseurs. Donc, ces facteurs, de nouveau, sont un rajout à l'analyse traditionnelle où on regardait, voilà, on regardait le modèle économique de l'entreprise, on regarde ses résultats financiers et maintenant, depuis pas mal d'années, on regarde comment ils se positionnent sur ces facteurs de ESG. Là, maintenant, on est en train de quitter cette phase, d'aller dans une phase d'engagement où, en fait, investisseurs, banquiers et entreprises se fixent des objectifs précis, des targets, comme on dit, qui sont mesurables, actionnables et qui vont être surveillés par le marché et toutes les parties prenantes. Se fixent des objectifs et travaillent ensemble pour y arriver. Donc, par exemple, si on prend l'environnement, compte tenu des problèmes causés par l'échauffement climatique, au lieu de juste communiquer quelles sont les émissions d'une entreprise, maintenant on parle de se projeter dans l'avenir et de dire, voilà, en 2030, je m'engage de n'avoir qu'autant. Et cela, c'est pour être, par exemple, conforme à des scénarios de degrés qui permettraient de limiter des dégâts sur l'environnement. Donc ça, c'est un exemple. C'est peut-être le plus brûlant de l'environnement, mais des engagements existent en matière sociale et aussi en matière de biodiversité, par exemple, sauvegarde des océans, etc. Cela est fort lié en fait à la création de valeur, parce que ce qui se passe, c'est qu'on observe que pour le moment, pour que les acteurs, pour que les investisseurs puissent trouver des projets qui correspondent à des critères ESG, donc qui sont soit environmental friendly, soit qui correspondent à des objectifs sociétaux, etc. Eh bien, l'économie réelle doit évoluer et en fournir suffisamment. Or, dans pas mal d'études, on montre qu'il y a un gap entre les besoins pour évoluer vers une économie durable, etc., ou juste 2 degrés d'augmentation de la température, et ce qui est fait actuellement dans l'économie réelle. Et donc, c'est là que on parle de création de valeur long terme, et elle requiert une modification des modèles économiques. Donc, le modèle économique traditionnel, ils utilisaient des ressources, il y avait des coûts, des revenus, etc. Mais dans ces coûts, on ne tenait pas compte de ce qu'on utilisait de la planète ou même enfin, voilà, des ressources humaines. Quel était l'impact sur les ressources humaines et sur la société en général. Ok, super. Merci beaucoup, Monica. Monica, tu es toujours là? Oui, oui. Merci beaucoup pour cette explication et cette distinction entre le RSE et le ESG. Et
et cette transition de la notion de valeur à long terme. Et je pense en faire une transition rapide à Jackie. Donc, ok, parfait. Donc, moi, j'ai travaillé 10 ans dans le domaine de la décisionnelle et on parle toujours des KPI, des métriques. Donc, la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'avec cette transition, nous commençons à avoir des outils pour mesurer la valeur intangible qu'une entreprise va créer. Et donc, théoriquement, nous pouvons mesurer la sobriété et c'est une bonne nouvelle. Et donc grâce à Marc, j'ai rencontré Jackie, qui est un expert sur la notion de valeur. Il a créé un logiciel qui s'appelle Sharing Value, qui, qui aide et nous guide à mesurer cette valeur intangible. Donc, Jackie, je te laisse présenter et c'est quoi Sharing Value et ensuite tu me dis quand tu veux que je partage tes slides. Ok, il n'y en aura pas beaucoup, il n'y en a qu'une, en fait. Bon, ben, bonjour à chacun, chacune. Merci à nouveau de cette sympathique invitation. En 2 mots, moi j'ai un passé qui mélange à la fois un grand cabinet d'audit, en l'occurrence Mazars, où j'étais à un moment donné directeur du corporate finance, en passant par une banque connue qui s'appelle Rothschild Investissement et un grand cabinet d'avocats, en l'occurrence Badinter, Bredin, Joanneau et Pratt. Pour faire l'histoire courte, j'ai fait surtout des opérations de fusion-acquisition plutôt transfrontières et également ce qu'on appelle des tours de table ou levée de fonds, conseil à l'émetteur. Et à chaque fois, mes clients me demandaient mais combien vaut cette entreprise? Et j'avoue que j'étais très gêné d'utiliser, notamment pour des startups pas toujours disruptives, mais notamment innovantes, des méthodes classiques qui datent pour la plupart du siècle dernier, type discounted cash flow, c'est-à-dire en gros prévoir quelle sera la trésorerie dans 5, 10, 15 ou 20 ans, alors qu'on voit bien que la plupart des entreprises ne savent pas comment elles vont finir le mois ou l'année. Et puis la méthode dite des comparables, et j'ai coutume de dire que les comparables, on peut en trouver, mais qu'ils ne sont pas forcément pertinents. Exemple, si je compare Adidas et Nike, vous allez tous me dire, ah oui, ils font la même chose. Effectivement, ils font la même chose, mais totalement différemment. C'est-à-dire que Nike a 0 usine, et déjà, ça, c'est un business model original, puisqu'il n'y a pas la moindre intensité capitalistique pour financer des usines, des machines, des terrains, que sais-je, comme le fait Adidas. Bien, pour revenir à l'essentiel, Sharing Value est effectivement un outil qui permet de valoriser tous les actifs immatériels qui n'apparaissent pas dans les comptes. Ce sont des données extra-financières, comme la RSE, dont je vais parler bien évidemment dans un instant. Et pour faire l'histoire courte et pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais quelques mots, les actifs immatériels cumulés correspondent à ce qu'on appelle le goodwill lorsqu'une société est cotée. Or, les sociétés cotées, il n'y en a pas beaucoup, et il faut savoir que le goodwill représente maintenant plus de 85% de la valeur des sociétés, alors que c'était diamétralement l'opposé il y a encore une vingtaine d'années. Donc, il est important de mesurer les goodwill et j'ai inventé ce que j'appelle le système InMetric, c'est-à-dire de pouvoir quantifier, non pas uniquement noter en disant c'est bien, c'est pas bien, j'attribue telle note ou telle note, mais de quantifier en euros ou dans une autre monnaie la valeur de tous ces immatériels. Parmi ces immatériels, il y a des immatériels connus comme les incorporels, c'est-à-dire les brevets, les marques notamment. Il y a également tous les autres intangibles, et les autres intangibles, il y a parmi eux notamment le capital humain qui arrive en numéro 1. Et donc, cet outil, Sharing Value, permet de mesurer lors d'une transaction, que ce soit pour ouvrir son capital ou pour une opération de cession d'actions, la valeur réelle d'une entreprise au-delà des paramètres classiques, pour ne pas dire l'idéologie dominante que sont donc le discounted cash flow et les comparables. Ce qui me semble important de dire, et ensuite on va pouvoir afficher les slides dans quelques instants, c'est de pouvoir se dire que l'outil permet également le pilotage des actifs immatériels, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement pour une transaction ponctuelle, mais on peut périodiquement, mensuellement, trimestriellement, mesurer ces actifs pour voir s'il y a création ou destruction de valeur. Et je crois qu'en ce moment, c'est important de pouvoir dire est-ce que l'on crée de la valeur? C'est le cas, par exemple, des entreprises qui sont mises à faire un certain nombre d'objets,
tels que des gants, des masques ou des produits liquides comme ces gels qui manquent cruellement. Elle crée de la valeur. Elle crée de la valeur pas forcément pour elle-même, parce qu'on sait souvent qu'elles l'ont fait à prix coûtant, voire même sous forme de dons, mais elle crée de la valeur d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire qu'au niveau du pays, sans ces produits, sans ces prestations, eh bien, ou respirateurs, pardon, qui ont été faits par tel ou tel acteur, on pourra les mentionner tout à l'heure, eh bien, on serait en mauvaise posture. Et donc, les actifs immatériels mesurent d'un point de vue microéconomique au niveau de l'entreprise, d'un point de vue mésoéconomique, c'est-à-dire au niveau d'un secteur, et d'un point de vue macroéconomique au niveau d'un pays, tous ces actifs immatériels, et ils font partie, bien évidemment, du PIB et éventuellement, pourquoi pas, du bonheur intérieur brut qu'on aura, j'espère, l'occasion de mesurer avec quelques années de retard sur un pays qui s'appelle le Bhoutan. Voilà, ben écoute, merci d'abord de cette opportunité et je vous propose de vous commenter en quelques mots, quelques minutes, une slide que Abby va nous afficher. Donc, vous pouvez ajuster la vidéo qui s'affiche à droite pour voir la slide si elle est cachée. Voilà. Alors, en quelques mots, j'ai essayé de faire 4 colonnes. La première colonne, c'est de voir un peu les responsabilités qui nous incombent aux uns et aux autres. Et puis, il y a 2 autres colonnes, ancien et moderne, et enfin AIS. Alors, AIS voulant dire actif, immatériel, stratégique. En réalité, la période que nous vivons actuellement, et ce jusqu'à minima cet été, va faire cohabiter 2 catégories de population, de dirigeants d'entreprise. Ce que j'appelle les anciens et les modernes, pour faire court. Les anciens, c'est le monde d'avant, et les modernes sont ceux qui veulent imaginer le monde de maintenant et le monde de demain, le monde d'après code 19, C19. Là encore, au niveau des anciens que l'on va examiner, ceux donc du monde traditionnel qui ont plutôt tendance à, je dirais, presser le citron pour faire court, ils considéraient que les consommateurs, on pouvait leur faire acheter tout et n'importe quoi, aussi bien des produits venant du monde entier ou locaux ou un mélange des deux, et il n'y avait pas forcément de côté distinctif. Maintenant, du côté des modernes, on considère que les clients sont des gens responsables, et on ne parle plus de consommateurs, mais de consomme-acteurs. Et on voit bien comment, avec cette crise, on préfère consommer des produits ou des services localement plutôt que les faire venir de l'autre bout du monde, avec un décalage de saison, en polluant la planète, etc. Et donc, d'une façon générale, les consommateurs essayent de consommer des choses plus éthiques. Et ça concerne comme actif immatériel le capital client. Le capital client, très clairement, si on veut le mesurer, c'est à partir du chiffre d'affaires généré et en fonction de sa récurrence ou non-récurrence. Je prends un exemple. En ce moment, on sait bien que dans le secteur du tourisme, que ce soit les hôtels qui sont fréquentés, les restaurants habituels, eh bien, le capital client, d'habitude, on savait que d'une année sur l'autre, plus ou moins la moitié des clients allaient revenir ou davantage. Là, on doit naviguer à vue, et il est clair que la notion de récurrence disparaît pour l'essentiel, alors que le mot capital client restera, puisqu'il est, comme je le disais à l'instant, basé sur le chiffre d'affaires. Maintenant, si on examine le personnel, les anciens, j'ai coutume de le dire, utilisent la théorie du boucher. C'est quoi la théorie du boucher? C'est de pouvoir avoir une stratégie, ce qu'on appelle de cost killer, c'est-à-dire de pouvoir supprimer tout ce qui n'est pas nécessaire comme charge, c'est-à-dire tailler dans le gras pour n'avoir que du muscle. Et à force de tailler dans le muscle, en dehors de la pression sociale qui s'exerce sur le personnel notamment, eh bien, je vous fais grâce, les gens font un burn-out et en gros, leurs conditions de travail et de salaire, c'est le slogan « travailler plus pour gagner moins ». La théorie opposée dans les modernes, c'est celle dite du boulanger. Celle du boulanger, c'est quoi? C'est un peu comme le boulanger qui met
sa pâte dans le four et qui attend que la pâte lève. Et donc, on sait qu'on n'a pas une vision court-termiste, ce qui ne veut pas dire qu'on va mettre des heures, bien sûr, à faire cuire une baguette, mais au-delà de cette métaphore, c'est de montrer qu'il faut investir sur du long terme, à minima sur du moyen terme, pour que la pâte monte et qu'on puisse innover et qu'il y ait une création de valeur. Là, je dirais qu'au niveau des conditions de travail et du salaire, ce serait plutôt de travailler différemment et si possible de gagner à minima autant et si possible plus. Et là, ça concerne au niveau des conditions de travail la RSE ou le ESG, puisque comme le rappelait Monica tout à l'heure, c'est synonyme, mais le capital humain, lui, concerne les salaires et les salaires non chargés, bien évidemment, c'est comme ça que nous les mesurons, et c'est un capital humain à la fois endogène, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, mais également un capital exogène, c'est-à-dire tous ceux qui, en freelance, consultants et autres, avocats, etc., viennent créer de la valeur d'un point de vue exogène. Ce distinguo me semble vraiment important parce que si je prends quelques exemples d'actualité, on pourrait dire que actuellement, des entreprises, celles du monde ancien, du monde d'après, veulent plus ou moins ignorer tout ce qui est, c'est ce qu'on va aborder dans un instant, tout ce qui est environnement, en disant l'essentiel c'est de se remettre en marche, de pouvoir travailler, c'est la priorité, c'est comme ça qu'on va sauver les emplois, etc., etc. Alors qu'il est important de pouvoir, par des accords, notamment avec les pouvoirs publics, avec les banques, de dire, lorsqu'on va réinjecter du cash dans l'économie, et le cash, c'est le nerf de la guerre, hein, c'est vraiment important d'avoir devant soi des liquidités, on peut prendre des engagements comme l'a fait récemment Air France pour dire, OK, on va bénéficier non pas d'une nationalisation, mais avec le groupe KLM, notre partenaire, une injection de fonds, et en contrepartie, on va cesser d'être concurrent de la SNCF ou des autres acteurs qui vont intervenir dans le monde ferroviaire pour éviter des concurrences stupides quand on a moins de 2 heures et demie de transport, autant les faire en TGV, puisqu'on sait très bien que prendre l'avion, effectivement, on va plus vite, mais entre le temps pour aller à l'aéroport, d'être contrôlé, etc., etc., être hors de ville, là, les transports en TGV se font de centre-ville à centre-ville en général. Bien. Donc, on voit qu'on peut prendre, les entreprises peuvent, en contrepartie du cash qu'elles vont recevoir, prendre un certain nombre d'engagements en matière de RSE. Sans converser très longtemps, puisque je voudrais privilégier un peu les échanges qu'on va avoir tout à l'heure en termes de questions-réponses, c'est de voir aussi la notion environnementale. Et l'environnement, bien évidemment, est au cœur du RSE, mais la RSE, je le rappelle, elle touche à la fois le personnel en termes de gouvernance, les actionnaires, qu'on va aborder aussi, l'environnement au sens large, et donc la RSE est un peu une espèce de sac fourre-tout où il y a un peu de tout, et y compris le capital naturel. Donc il faut vraiment pouvoir splitter chacune de ces catégories. En matière d'environnement, comme je le disais tout à l'heure, le monde ancien se moque de l'environnement. On voit bien comment certains pays, citons au hasard les États-Unis, reviennent sur les accords de Paris. L'essentiel, c'est peu importe qu'on pollue ou pas, il faut pratiquer des prix bas et peu importe où on achète la marchandise, et on n'est pas véritablement éco-responsable. Alors que dans le monde moderne, on va essayer, enfin le monde d'après, c'est de pouvoir, et ces deux mondes, une fois de plus, vont continuer à cohabiter. Alors je ne sais pas si on aura l'effet inverse, comme je le disais tout à l'heure, au niveau des immatériels qui, il y a 20 ans, représentaient 15% et maintenant 85%. Je dirais qu'un petit peu, pour prendre cette métaphore, dans le monde ancien est actuellement encore largement majoritaire, et il faut faire, à partir de nos engagements respectifs, faire que ce monde ancien, eh bien, fonde un peu comme une peau de chagrin, et que le monde nouveau, post-crise, puisse être beaucoup plus respectueux, comme il l'est, et équitable, et favoriser le local, donc être éco-responsable. Enfin, au niveau des actionnaires, qui sont aussi partie prenante en tant que capital actionnarial
par les liquidités, par le cash qu'ils injectent sous forme de compte courant, d'augmentation de capital, que sais-je encore. Dans le monde ancien, ils ont, soyons clairs, une vision à court terme. Il faut que l'entreprise soit profitable, il faut verser des dividendes. Et la vision à moyen et long terme, ben, on peut l'oublier. Alors que les modernes ont cette triple approche, court, moyen et long terme. Et bien évidemment, vous avez donc à nouveau dans la colonne de droite les actifs immatériels stratégiques qui sont concernés par cela et que nous mesurons au niveau de notre logiciel. Voilà pour l'essentiel du message que je voulais passer. J'espère ne pas avoir été trop long. Super. Merci. Merci beaucoup, Jackie, pour cette théorie du boucher et du boulanger qui explique bien cet enjeu économique et cette transition. Donc, il y a toute la philosophie du compte courant, de l'effondrement, des utopies, mais je pense que pour être pragmatique, on a encore, comme tu disais, il y a une grande majorité du monde qui est encore dans l'ancien schéma. Et je pense que le monde financier est là pour faire ce bascule. Donc, avec ça, on va faire la transition à Monica. Est-ce que tu peux nous éclaircir alors sur, on parle des Corona Bonds et les Green Bonds et comment est-ce que tout ce que Jackie a dit avec sa théorie du boucher et du boulanger, comment est-ce que ça rejoint la vision macroéconomique des choses? Peut-être avant de sauter dans les obligations vertes et celles qui sont là pour supporter la reprise économique, je voudrais faire le lien avec ce que Jackie a expliqué. Donc, en fait, je pense que ce share value software, il est très important parce que, comme Jackie a dit, maintenant 80-85% de la valeur des entreprises vient des actifs immatériels. Le problème est que des actifs immatériels comme la durabilité du modèle économique ou certaines de ces considérations économiques et environnementales et sociétales qui sont bien prises en compte dans le software que Jackie a présenté, eh bien, elles ne sont pas nécessairement prises en compte dans les états financiers. Et c'est là que moi j'expliquais que donc, les investisseurs essayent de corriger en prenant dans leur analyse ces facteurs en compte. Mais les méthodologies, on appelle ça des scoring développés, sont loin d'être parfaits, ils divergent. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ne placent pas de confiance dans tous ces scorings. Parce qu'ils pensent qu'il y a une partie, de n'importe quoi et de greenwashing derrière. Donc, je pense qu'avoir un outil, un software où on prend une entreprise et qu'on fait une évaluation soi-même de la valeur des actifs immatériels et de facteurs environnementaux, sociétaux, etc. Je m'excuse, j'ai du mal à prononcer en français. Est très importante, surtout pour les entreprises de plus petite taille qui n'ont pas nécessairement accès à toutes ces agences de cotation ESG et qui de toute façon ont des problèmes de crédibilité pour le moment. Donc voilà, ça c'était pour faire le lien. Maintenant, en effet, lien avec la finance durable, les gouvernements se sont mobilisés pour aider l'économie. Il y a aussi le secteur financier via les banques de développement qui se mobilisent pour organiser la reprise et supporter les secteurs les plus touchés. Comme Jackie disait, il faut bien faire attention de ne pas faire du n'importe quoi et de s'assurer que voilà, l'aide qu'on donne, elle est à des secteurs, à des entreprises qui seront pérennes sur le long terme. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voit actuellement, c'est que les frameworks qui étaient utilisés pour des obligations vertes ou des obligations sociétales, eh bien, ils sont utilisés pour l'émission d'obligations pour la reprise économique post-Covid-19. Et donc là, je vais de nouveau vous montrer un slide, un instant. Hop. Tu veux que je partage, Monica? Non, ça va. Okay. Enfin, à moins que tu l'aies. Voilà, okay. Je vois que vous voyez mon écran. Hop. J'essaie de le mettre en full screen. Voilà.
Hop. Parfait. Donc, attendez, ça, en fait, je vais revenir après, mais donc ici, je voulais vous donner un exemple de ce qui est fait en termes d'obligations sociétales COVID-19. Donc, par exemple, début avril, BNP Paribas, comme arranger, a annoncé que la Banque nordique d'investissement ainsi que la Banque européenne d'investissement émettent des obligations COVID-19. Donc, en fait, c'est pour lever des fonds qui vont aider les nations à gérer l'impact de la crise. Et dans les prospectus de ces émissions, on met évidemment des conditions quant aux secteurs qui vont être aidés. Donc, il y a le secteur public, il y a des secteurs privés comme les hôpitaux privés, etc. Mais évidemment, on met des limites sur les secteurs qui peuvent être aidés par ces obligations. Et c'est là qu'en fait, ce que Jackie disait, ces covenants sont importants pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'aider des secteurs polluants ou qui ne sont pas respectueux des obligations sociétales, etc. Et donc, ça se fait dans le cadre d'obligations, il y a des standards donc, pour les obligations vertes et les obligations sociétales qui existaient bien avant. C'est des marchés qui existent depuis pas mal d'années. Et donc, pour vous donner une idée, donc, les standards pour le moment, ils ne sont pas uniformisés. L'Union européenne est en train de travailler pour émettre son propre standard Green Bonds, donc pour les obligations vertes. Vertes, c'était les obligations qui étaient essentiellement pour l'environnement. Mais en fait, au-delà de cela, on a les sociétales maintenant et on a même des sustainable bonds qui ont des objectifs plus larges de développement durable. Et donc, durant cette pandémie, ce qu'on voit, c'est que, donc je vais aller à la slide précédente. Donc, par exemple, en 2019, le marché des donc ici, c'est un extrait de Sustainable Bonds Insights, c'est une publication qui a été faite par Environmental Finance. C'est une publication spécialisée dans tout ce qui est Green Bonds, Social Bonds, etc. Et il montre quels sont les pays les plus émetteurs. Eh bien, on voit la France qui est très active, donc c'est la boule bleue, avec 31 milliards émis l'année passée. Ça, c'est que sur du vert. Il y avait un autre graphe avec le sociétal, mais ce que je veux dire avec ça, c'est que donc en fait, cette année-ci, ce qu'on voit, c'est que le marché des obligations vertes se rétracte en faveur des émissions COVID-19, donc pour essayer d'aider l'économie post-pandémie. Et ce qui est étonnant aussi ici, c'est qu'on voit que la Chine et les US, malgré le fait que le gouvernement n'est pas engagé, comme c'est le cas en France ou en Hollande, eh bien, malgré ça, les acteurs privés, que ce soit dans le secteur financier ou ailleurs, eh bien, ils se soucient quand même de l'environnement parce qu'ils émettent beaucoup de green bonds. Bon, c'est aussi une façon d'utiliser le marché. Il y a peut-être du greenwashing là-dedans. Mais quand on voit la taille de la boule, il y a aussi des initiatives qui font du bien pour l'environnement. Pourquoi on parle de ça? Parce qu'en fait, ces marchés, même si il y a des milliards dans tous les sens, et ça paraît grand, eh bien, c'est très réduit par rapport aux besoins de financement, que ce soit pour la reprise post-crise, ou que ce soit pour arriver en 2030 aux objectifs de uniquement 2 degrés de réchauffement climatique, ou pour préserver les océans, etc., etc. Pour donc finalement, on parle des Sustainable Development Goals, donc pour contribuer à ces Sustainable Development Goals et s'assurer que nos enfants vivront dans un monde acceptable. Donc, ça m'amène de cet angle finance durable de nouveau vers l'économie réelle. Donc, la raison pour laquelle ce marché financier est limité, c'est parce qu'il doit suivre évidemment ce qui se passe dans l'économie réelle. Et pour qu'il y ait plus de modèles économiques de développement durable, eh bien, il y a plus d'efforts à faire pour se réinventer, pour se transformer.
Et c'est là qu'en fait, on a fait le lien avec ce que Abhinav et Pranav font sur tout ce qui est innovation. Je pense qu'en fait, pour la création de valeur long terme, il va y avoir un réel effort à faire, surtout pour tout ce qui est PME et medium enterprises. Donc, en fait, tout ce financement qu'on obtient, moi, j'espère très fort qu'il va aussi supporter des initiatives d'innovation et de transformation. Et donc, je tourne un peu la question aux organisateurs. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur les méthodes d'innovation, de transformation, design thinking? Enfin, je connais tous ces termes, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et quel pourrait être, disons, le rapport pour encourager la reprise. Pranav, comme tu travailles aussi dans la finance durable et l'innovation, est-ce que tu veux partager quelque chose? Oui, effectivement, je pense qu'on peut voir les facteurs ESG comme un risque, mais aussi comme une opportunité de s'engager mieux avec les parties prenantes. Donc, comme ça pose, c'est une contrainte réglementaire, mais quand on a une contrainte, c'est aussi une opportunité pour innover. Donc, ces instruments financiers peuvent nous aider, je trouve, à mieux nous engager avec, disons, les régulateurs, les clients, les investisseurs, et pour mieux comprendre le besoin de ces parties prenantes. Des méthodes comme le design thinking peuvent être appliquées dans ce domaine aussi. Ouais. Donc, Et l'innovation frugale, Abhi, c'est un domaine. donc, effectivement, je pense que avec ces enjeux, je vais partager mon écran. Il y a, si vous voyez, j'ai vu un article ce matin que Prada contracte un prêt durable auprès du Crédit Agricole. Et en fait, ils ont fait une demande de 50 millions d'euros sur 5 ans et la banque s'engage à faire baisser le taux d'intérêt en fonction de l'accomplissement des objectifs écologiques. Donc, en fait, il y a eu des questions sur le greenwashing aussi. Et je pense que ce qui est compliqué dans cette situation, c'est tant qu'il n'y a pas une transparence et une volonté du PDG, du dirigeant, et qui n'a pas cette transparence à travers toute la chaîne de l'entreprise. Je pense que le monde extérieur va avoir toujours ces initiatives comme du greenwashing. Tant que l'entreprise ne peut pas communiquer vraiment et être alliée avec ses valeurs. Donc, je pense que innover sous des contraintes, ça peut effectivement contribuer à cette transition. Jackie, si tu veux rajouter, compléter, et Marc également, qu'est-ce que Marc, qui est prospectiviste et qui suit de très près toute cette transition écologique et technologique, est-ce que si tu veux rajouter avant que Jackie... Marc, tu veux intervenir d'abord? Non, en fait, c'est juste pour souligner le débat actuel entre avec toutes les questions autour du greenwashing. Quand on voit ce que soulignait Pranav là, justement dans un article, dans plusieurs articles d'ailleurs dans la presse qui sont parus sur la lettre qu'ont écrit un certain nombre de groupes français, oui. Et qui paraît comme ça complètement hors sol, quoi, je veux dire. On voit le financement d'Airbus ou des avionneurs et puis qui polluent. Et donc, voilà, ça pose tout un tas de questions sur la réelle volonté de changer les choses ou plutôt de se retourner vers toujours ce qu'on a connu avec effectivement du greenwashing qui continue de plus belle, j'ai l'impression, moi. Donc, ça pose la question de... Effectivement, les indicateurs et tout ce qu'on peut mesurer me semble un peu dérisoire, quoi.
Et donc, quelque part, la vraie question, c'est est-ce que la crise, on en profite ou pas pour vraiment changer la donne? Et moi, ça ne me semble pas du tout être le cas aujourd'hui. Mais pas du tout, du tout, du tout. Jackie? Oui, moi je voudrais intervenir pour dire qu'effectivement, dans la crise actuellement, il y a ceux qui vont surfer sur la crise et tenter de l'exploiter. Je prends quelques exemples et je donnerai ensuite des exemples concrets de startups que j'accompagne. On voit bien par exemple que le télétravail, qui est actuellement en vigueur dans à peu près 50% des cas, alors que l'industrie est arrêtée à plus de 85%, le télétravail est intéressant pour les salariés qui gagnent en moyenne entre 1 à 2 heures de transport par jour, alors que je fais grâce éventuellement d'une surexploitation parce qu'on a à travailler davantage que le temps habituel et qu'on est aussi plus ou moins dérangé par des collaborateurs que sont les enfants, des fois en bas âge, qu'on garde à la maison. Bon. Mais on voit aussi comment le télétravail, certains dirigeants vont l'utiliser pour dire mais finalement, on n'a plus besoin de garder autant de mètres carrés de bureaux puisque les gens peuvent travailler de chez eux et on va en profiter pour faire des économies de loyer, ce qui est un moyen d'être, si j'ose dire, frugal, n'est-ce pas, Avi? Et puis, on voit aussi que le télétravail risque progressivement d'être délocalisé dans un certain nombre de pays. C'est-à-dire qu'on avait assisté il y a quelques années à la délocalisation des usines. Certaines usines sont maintenant rapatriées pour des raisons diverses et variées, stratégiques, pour ce qu'on est des médicaments à proximité quand on en a besoin ou d'autres objets, que sais-je. Mais là, on voit que des nouvelles délocalisations pourraient se faire, y compris donc dans le secteur tertiaire qui jusqu'à présent était entre guillemets préservé. Bon. Moi, je voudrais intervenir rapidement sur 2 ou 3 cas d'entreprises que j'accompagne en disant, certes, c'est bien que la mode s'habille en Prada, c'est très bien, je serais ravi que le Crédit Agricole, qui est ma banque et qui me pose au passage quelques menus problèmes pour accorder à notre entreprise un prêt qui est dans des proportions bien moindres que celles du groupe Prada, je crois qu'il est important de se dire, mais pourquoi des entreprises, y compris celles que, par exemple, que notre ami Marc m'a présentées, qui a un logiciel pour piloter des robots destinés à faire du démantèlement de centrales nucléaires, pourquoi ces entreprises-là, qui sont totalement innovantes, qui veulent éviter que les hommes soient exposés en démantelant des centrales nucléaires, pourquoi elles ont autant de difficultés à obtenir du financement alors qu'on dit qu'il y a des ressources en excédent. Je vois aussi une autre entreprise qui intervient dans le monde du microbiote. Vous savez, ces éléments qui sont dans notre second cerveau, en l'occurrence dans nos intestins, et qui permettent de maîtriser la santé, de voir ce qui se passe pour générer une espèce de médecine peut-être pas forcément prédictive, mais à minima préventive. Et on peut faire y compris du prédictif. Et comment ces entreprises ont, là encore, alors qu'elles s'inscrivent pleinement dans une RSE destinée à améliorer la vie, la santé, etc., comment elles ont y compris du mal à lever des fonds. Donc, je dirais qu'il y a effectivement, là encore, 2 poids, 2 mesures et que selon qu'on est grand ou petit, bien, je ne rappellerai pas les conclusions des fables de La Fontaine. Voilà un peu une illustration que je voulais apporter. Merci de m'avoir laissé le temps de m'exprimer. Monica, si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ces demandes. Merci beaucoup, Abhinav. C'est très intéressant, en fait, ce qu'on entend. Et en effet, je comprends les doutes que les gens ont quant aux bonnes intentions et le fait qu'il y en a qui vont en profiter. Parce que je vois aussi beaucoup de questions sur le chat, sur le greenwashing. Ce que je voulais dire, c'est que là, en effet, il y a un vrai besoin d'intervention législative, de enforcement, comme on dit. Et donc, au niveau de la France est très forte là-dedans parce qu'elle a déjà un éco-label, etc., une obligation verte et des critères qui sont bien établis depuis, je dirais, quelques années. Mais au niveau de l'Union européenne, il y a aussi une grosse initiative dont le Green Bond Standard dont je parlais,
qui va renforcer, donc on appelle quelque chose sociétal ou green ou COVID-19, eh bien, il faudra que ça soit certifié par une third party, donc par une tierce partie spécialisée. Et il faudra également qu'ensuite, il y ait un reporting pour bien prouver que les fonds sont alloués à ce à quoi ils étaient destinés, donc à des projets pour la reprise COVID-19 ou à des projets environnementaux, etc. Donc tout ça est en train de se mettre en place au niveau du législatif européen. Ça existe déjà en France, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a du progrès. Après, bon, ce qui se fait sur les marchés américains et chinois ou internationaux de capitaux, c'est une autre question, mais ce que je veux dire, c'est qu'en Europe, quand on appelle quelque chose green, on est bientôt à un moment où on ne pourra plus faire du n'importe quoi. Voilà. Effectivement, on voit ce bascule de valeur, donc que ce soit avec la loi Pacte, les labels B Corp qu'on a vu il y a 2-3 semaines. Donc dans le monde du ESG, il y a des frameworks pour mesurer l'intangible par exemple, le Global Reporting Initiative, le GRI, ou le Integrated Reporting. Mais on se demande toujours cette question, est-ce que quand on essaie de mesurer quelque chose, est-ce qu'on perd sa valeur, sa vraie valeur? Mais là, on rentre plus dans la philosophie. Et vous pouvez poser vos questions sur le chat. Et ouais, Monica, si tu veux. Ça résume ce que je viens de dire. Je voulais juste montrer Ok. le framework. Ça vient direct de la Commission européenne. Ok. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des idées? Donc, il y a Yann qui avait partagé. Yann, Ouais, tu veux… ouais, simplement, nous, ce qu'on avait regardé en tant que réseau de business angels, qui sont en fait, non pas des fonds, hein, mais des particuliers qui investissent une partie de leur patrimoine dans des startups, on a regardé différents modèles. La plus grosse difficulté chez nous, c'est l'appropriation de ces outils par nos BA. On était tombé sur quelque chose de très intéressant qui était l'innovation facteur 4 de la fédération, la FING, Fédération Internet Nouvelle Génération, qui avait fait le constat que la transition numérique était plus rapide que la transition écologique et qui avait essayé de relier les deux. Et donc, ils avaient fait une grille d'analyse des innovations à fort impact sur l'environnement. Innovation facteur 4, je vous ai communiqué le lien dans… il y en a une multitude d'autres d'outils. Ensuite, Suez nous a poussé un autre outil, etc. On a tendance à utiliser toutes choses égales par ailleurs. Hein. Chez les BA, il faudrait peut-être avoir ces échanges plutôt avec des fonds, mais chez les BA, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire la taille de marché, l'équipe, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui investissent, ces particuliers qui investissent dans les startups, ne veulent pas perdre leur argent. Donc, le premier truc, c'est quand même d'essayer de dérisquer leur investissement. Après, toutes choses égales par ailleurs, effectivement, si on a des projets qui sont égaux, on va naturellement regarder, tiens, lequel d'entre eux est le plus intéressant en termes d'impact. Donc, on va essayer de regarder tout ce qui est en profondeur, toutes les externalités. L'électrique, c'est bien, mais ce n'est pas toujours bien. Qu'est-ce qu'on fait des batteries après, le recyclage, etc., etc. Donc, l'outil pour nous qui nous a paru, parce que finalement, on est des gens assez pragmatiques et simples, c'était celui-ci parce qu'il s'inspirait de méthodes qu'on connaissait, et notamment le BMC, le Business Model Canvas, qui décrit un peu les briques de modèles. Donc, vous irez voir parce que c'est celui qu'on sait plus ou moins, je dis plus ou moins, approprié. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un, lors d'un due deal, une instruction de dossier chez nous pour instruire le dossier, pour rappeler cette grille, voilà, ça passe un peu à la trappe. Par contre, des fonds à impact, eux sont beaucoup plus avancés sur ces réflexions-là. Donc, je ne sais pas, j'ai des noms en tête là, mais je ne sais pas s'il n'y avait pas Fee Trust, s'il y avait
enfin une multitude de fonds à impact Symbiotics. qui eux, effectivement, vont bien creuser. Mais c'est pareil, quand on a des entrepreneurs qui reviennent de ces fonds-là, qui reviennent vers nous, qui nous disent, oui, d'accord, ils sont très concernés par l'impact que ça peut avoir sur, mais ils ne sont pas prêts à nous accompagner parce qu'il nous faut un minimum de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, ça revient chez nous. Et on dit, bah ouais, mais pour l'instant, effectivement, même si on accompagne des projets qui sont plus early stage, pour l'instant, revient plus tard quand il sera prêt. Donc, voilà. On avait bien aimé aussi Innovation Facteur 4 parce que c'était vraiment assez poussé dans la réflexion et ça allait jusqu'au statut de la société parce que dans le temps, le statut peut être amené à faire des choix qui sont peut-être plus économiques et moins autour de l'impact sur l'environnement. Ces entrepreneurs, des fois, ils arrivent à avoir l'accord de coût, il arrive quelque chose. Et donc, il y a certaines considérations qui peuvent passer à la trappe. Alors qu'avec certains statuts, ben, voilà, on n'en déroge pas, c'est comme ça. D'abord, l'impact. Voilà simplement les commentaires que je pouvais faire. Merci Anne. Il y a Eric qui pose une question. Quid du lien entre la Commission européenne et BlackRock? C'est David contre Goliath. En effet, en plus, ils ont engagé BlackRock pour les conseiller sur comment exécuter leur plan de Sustainable Finance et comment incorporer ESG. Ils sont très forts en analytics, donc de ce point de vue-là, je dirais que c'est un bon choix. Donc, du moment que la Commission européenne reste sur ses positions pour disons, faire les choix moraux qui s'imposent, BlackRock est une machine analytique assez impressionnante, donc qui pourrait fournir des insights à la Commission européenne et à d'autres gestionnaires de fonds par ailleurs, comme ils le font via leur suite Aladdin. Moi, il y a quelque chose dans ce que Yann a dit qui me ramène aussi aux efforts de pédagogie qu'il y a à faire autour de toutes ces questions. Et en fait, j'avais une dernière slide sur ces modèles économiques et donc vous avez parlé, Yann, de risque et que du fait qu'on doit équilibrer risk-return pour les investisseurs. Eh bien, il y a pas mal d'efforts pour faire évoluer cette équation-là vers une équation où la valeur n'est plus juste fonction de risque-return, mais aussi de l'impact positif autour de soi, que ce soit sur l'environnement ou sur la société, etc. Et j'aime bien, en fait, parler du sujet parce que je l'ai réalisé moi-même. Hein. J'avais lu tous les bouquins financiers il y a des années quand j'étais aux études classiques et j'aime bien cette révolution de toutes ces équations qui sont risk-return pour y inclure sustainability. Et donc j'avais une dernière image, mais en fait je crois que peut-être Abhinav va la… Ouais, tu vas donner les slides aux participants. Je voudrais laisser la place il reste 3 minutes pour les questions. Mais là-dessus, il y avait une réflexion qui était aussi assez poussée, qui était celle de la BNP, que j'avais contactée. Alors, on était plus autour de l'entrepreneuriat social et solidaire et la microfinance. Et la BNP avait monté un dispositif de cible, Social Investment Bond, avec des partenariats publics-privés. Et ce que j'avais bien aimé, c'était qu'en fait, le public donc, investissait la moitié, on va dire, des fonds dont le projet avait besoin. Et c'était selon le résultat, l'impact social, donc non pas environnemental, mais que ça avait eu, que l'investisseur était remboursé de la somme qu'il avait investie à l'origine. Donc c'était vraiment sujet à, dans le temps, 3 ans, 4 ans, 5 ans plus tard, à ce que le projet a délivré les objectifs. Voilà, est-ce que les objectifs ont été remplis? Et donc, j'avais bien aimé ce principe de dire, bah oui, effectivement, parce qu'il y a plein de projets qui promettent plein de choses et qui, malheureusement, dans le temps, ne délivrent pas pour x, y raison. Donc là, ça pouvait forcer un peu à respecter les objectifs initiaux.
Mhm. Oui, d'accord. Social Investment Bond de BNP. Oui. Ouais, Est-ce que je peux rajouter quelque chose? ouais, Rudy? Oui, juste une chose, parce que le cas de BlackRock et de la Commission européenne est relativement symptomatique. Moi, ça fait 25 ans que je travaille sur des appels d'offres européens, et donc je connais bien le domaine. Et ce qui est symptomatique, c'est le passage entre les anciens et les modernes. Et donc, en fait, on manque cruellement d'indicateurs pour évaluer la valeur qui est créée, effectivement, au sein des modernes, au sein de ces économies, nouvelles formes de collaboration, etc. Et BlackRock a gagné simplement parce qu'ils avaient le meilleur dossier, mais aussi parce que si on voulait définir un meilleur dossier, il fallait avoir d'autres indicateurs et d'autres critères. Et ça, la Commission travaille encore de manière très, très classique. Et je pense que la plupart des États qui passent des appels d'offres publics sont encore via des critères qui se basent sur des indicateurs du siècle passé et ne sont pas du tout rentrés dans cette nouvelle normative d'indicateurs. Et là, quand on pense simplement que, moi je travaille dans le domaine de l'informatique, mais quand on pense qu'il y a 1 milliard d'euros qui est passé en contrat annuellement auprès des sociétés informatiques, et il n'y a pas d'indicateur, par exemple, sur la partie écologique de l'informatique, quoi. Encore à l'heure actuelle, en 2020. Mhm. Et on aura encore d'autres cas comme BlackRock demain, c'est sûr, auprès des marchés publics, ça c'est certain. C'est ce qu'on est en train de voir. Comment est-ce que ces deux schémas du boucher et du boulanger peuvent coexister? Et pour moi, c'est une question de temps. Et avec tout le mouvement du DeFi, du Decentralized Finance, les nouveaux modèles, les anciens modèles du fonds de partage, et je pense que c'est aussi comment est-ce qu'on change notre façon de penser et voir les choses et ce bascule de valeur. Mais je pense que pour l'instant, le monde financier essaye de cette approche cartésienne, essayer de mesurer ce qu'on peut mesurer. Je peux dire quelque chose là-dessus. Le monde financier, en fait, il bouge. Et c'est peut-être trop dû encore à la peur que la réelle volonté de faire. Dans le domaine de l'assurance, ils se sont bien rendus compte que certains produits devenaient de plus en plus toxiques. Les réglementations sur certains sujets devenaient de plus en plus sévères. Et donc, à terme, les retours sur investissement allaient être bien moindres. Donc, je pense que ce qui a drivé pour l'instant ces grosses entreprises, c'est plutôt la peur qu'autre chose. Et pour nous, petits BA, investisseurs, c'est plutôt l'appropriation de la multitude d'outils qu'il existe et qui sont, pour certains d'entre eux, assez complexes à comprendre. Thierry dit, comme le dit Jacques Attali, le choix des indicateurs conditionne la stratégie. Tout est dit. Jackie, Oui, tu les veux... indicateurs sont le reflet de nos biais cognitifs, de toujours Tout à fait. C'est un bon celui-là, oui. Ouais. Oui, Jackie, tu veux conclure? Bon, ce n'est pas forcément pour conclure, c'est un sujet en devenir, mais j'ose croire que l'outil que nous mettons à disposition des entrepreneurs, des investisseurs, des experts, est un outil, comme je l'évoquais tout à l'heure, à la fois pour valoriser un instant T, un peu comme si on prenait une photo, mais également c'est pouvoir valoriser dans la continuité en filmant. Et je pense que cet outil se veut vraiment pertinent pour l'ensemble des acteurs, dans la mesure où on a essayé d'une part d'être le plus clair possible, même si pour l'instant le site n'est pas des plus jumping, mais on essaye que ce soit un outil qui soit une nomenclature à vocation internationale. Je précise que
On est déjà présent dans des pays aussi différents que le Maroc, que le Japon, que la Chine, que l'Inde et d'autres pays encore. Et donc, on a essayé de supprimer tout ce qui pouvait être facteur de distorsion en termes de comparaison, que ce soit au niveau des charges sociales, au niveau des impôts, des frais financiers. Enfin, c'est vraiment un outil. Je vous engage à jeter un coup d'œil si vous le souhaitez. Et bien évidemment, je vais transmettre à Abby les slides que je n'ai pas présentés dans le détail, mais qui pourront vous être utiles si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire en guise de conclusion provisoire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est en faire un chat storm. Donc, je vous propose que dans la boîte de conversation, vous pouvez écrire, mais ne tapez pas retour. Donc, d'après vous, dire, votre conclusion que vous prenez avec vous à travers cet échange, vous pouvez écrire vos réponses. Et quand je dis go, OK. Oui, la conférence est enregistrée et elle serait diffusée dans l'après-midi ou demain matin. Mais j'aimerais remercier Monica et Jackie pour cette intervention, ce partage. Et je pense que ce qu'on a besoin en ce moment, c'est surtout c'est de réfléchir sur ces sujets. Donc, il n'y a pas une bonne réponse ou une mauvaise réponse, mais le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, il y a Sandra qui a une question, sujet d'importance qui doit être prise en compte par les entreprises. Oui. Donc, effectivement, vous pouvez rentrer vos réponses et on va les lire. Un outil à étudier. Grand besoin d'indicateurs pertinents de création de valeur positive. La conversation n'en est qu'au début. Merci Rudy. Tout à fait. Oui, tout à fait, tout à fait. De nouveau, il y a des initiatives de l'UNEPFI, donc dans les services financiers, mais pas uniquement, pour justement développer des tools. J'ai vu une présentation où ils avaient des énormes fichiers Excel pour mesurer l'impact positif, donc enfin, pas qu'environnemental, mais au-delà de ça. Et pour le moment, ça fait peur. Je pense qu'il faut que des heures pour remplir ça pour une entreprise. Donc, il faudra participer aux efforts et essayer d'en arriver à quelque chose qui peut processer quelques lignes à la fois, quand même, quelques noms à la fois. Super. Avec ce mot, on va conclure ce webinaire. Un dernier mot de Frédéric, innovation frugale vue sous un angle financier au travers de la création de valeur long terme et des actifs immatériels stratégiques. Intéressant pour moi qui travaille que le trophée de la meilleure start-up de la formation perpétuelle. Est-ce que tu veux dire un mot, Frédéric? Énormément d'efforts de formation, ça c'est clair. La formation perpétuelle, merci Avinav de me donner la parole. La formation perpétuelle, c'est qu'un angle, parce que c'est effectivement quelque chose qui va rentrer dans le quotidien. Enfin, tous ici autour de la table, c'est autour des écrans. On sait que on va se former en permanence aujourd'hui et on se forme en permanence aujourd'hui. Donc, en tout cas, moi, je travaille au sein d'un think tank qui s'appelle InnoCherche, qui travaille avant tout sur les usages. Et donc, on a une vision sur les usages. Donc, moi, je vous remercie en tout cas tous pour cet angle finalement de valorisation qui n'est pas simplement une valorisation à travers les risques et à travers le retour, le ROI. Voilà, il y a cette notion de ESG qu'on a d'ailleurs, nous, perçue effectivement de manière importante au niveau des entreprises qui commencent à se mettre en œuvre, qui est actuellement qu'une petite vague, mais qui pour nous risque de grandir. Donc en tout cas, merci pour vos éléments, parce que ça va être très intéressant dans le travail que je fais actuellement. Merci pour ce retour, Frédéric. Si je me souviens bien, tu faisais partie de la délégation qui était partie pour le voyage frugal en Inde. Complètement. J'ai découvert l'innovation frugale
en Inde et c'était vraiment très intéressant comment utiliser ce qu'on a en grande quantité autour de nous. Et là, pour l'instant, ce qu'on a en grande quantité autour de nous, ce sont des hommes. Donc, merci Jackie d'avoir pensé effectivement à cette partie-là dans le AIS, hein, des actifs immatériels. Les hommes et leur formation sont un point essentiel et il faut effectivement mesurer comment on peut les amener à travailler dans l'entreprise, dans leur environnement pour réussir cette transformation vers cette nouvelle société environnementale avec des respects de l'environnement et puis de l'humain. Super, Voilà. super. Il y a Thierry qui dit que ça s'approche du principe de l'effectuation. Il y a Sandra qui effectivement souligne l'importance et le besoin d'acculturation sur le ESG et les impacts et les valeurs dans les entreprises. Sandra, vous voulez intervenir ou dire un mot? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Sandra Ferron, je suis Risk Innovation Manager chez BNP Paribas. Et justement, c'est un sujet, les ESG, sur lequel pas uniquement les porteurs stratégiques d'innovation ou de CSR, entre guillemets, portent, mais aussi l'exécutif, les top dirigeants. C'est quelque chose, je pense, que la banque a compris qu'il fallait investir, prendre du temps. Mais effectivement, c'est un sujet très vaste, qui n'est pas très simple pour l'ensemble des activités de la banque, qui prendra du temps. Et je pense effectivement, il y a un vrai besoin, dans un premier temps, dans les premières étapes, d'acculturer l'ensemble des collaborateurs sur ces sujets-là, d'avoir un apport pédagogique, de dire pourquoi la banque s'intéresse à ça, qu'est-ce que ça apporte, et en quoi la banque, en tant qu'acteur de la société civile, a un réel impact et de réelles actions concrètes à apporter. Et bien évidemment, accompagner les collaborateurs qui ont des idées via des programmes d'entrepreneuriat, de l'accompagnement, de la formation. Sur ces sujets-là, je pense que c'est très important. D'accord. Donc, en fait, justement, je connais un peu l'équipe innovation chez BNP, pas très bien, mais de la Global Association of Risk Professionals, donc l'équipe risque plutôt. Et on a échangé sur ce sujet. Un des offerings de Impact Plus, donc ma boîte créée en confinement, ça va être justement des formations sur des sujets où, comme ici, enfin, je relie un peu plus le sujet à la big picture des modèles économiques et financiers. Mais il y a aussi des trainings, enfin, des formations plus techniques sur les attentes des régulateurs, sur la gestion des risques, quels sont, on va dire, les challenges de risque climatique, de physique et de transition, des scénarios qui sont plus longs que ceux financiers, etc. Donc, tout ça est en cours de création. Mais en effet, il y a énormément à faire sur le sujet et je trouve que, comme vous dites, Sandra, c'est un sujet très complexe où la collaboration, donc déjà qu'on a créé ici dans ce débat où on met ensemble des gens de l'innovation, des gens de la finance, la perspective création de valeur et valorisation de Jackie et de son software, c'est très important de mettre tout ça ensemble pour cerner tous les angles du problème et commencer à défricher et à apporter des solutions. Je voudrais peut-être rajouter un tout petit mot là sur Sandra, sur un détail que vient d'évoquer Sandra. Sandra a parlé d'intrapreneuriat. Et alors, nous, on est en train de travailler sur les 9 tendances de la formation et on a éliminé complètement l'entrepreneuriat qui n'a jamais fonctionné. Donc, on enlève ce terme complètement et on a trouvé un terme un peu différent. Alors, je sais pas, je le lance là ici à la foule. Ça s'appelle l'excubation. Bah, c'est ce que on essaie de faire avec les Learning Expeditions, ou sortir. En fait, tout l'enjeu, c'est voilà, comment est-ce qu'on peut aller au-delà de nos biais cognitifs, et même dans l'entrepreneuriat, la notion de risque est toujours en question parce qu'on a le confort d'être salarié et d'avoir la liberté d'innover. Mais effectivement, ce sont des sujets qui touchent l'effectuation et l'innovation frugale, et c'est tout l'enjeu de comment est-ce qu'on peut identifier ces gens qui ont le potentiel de faire plus que ce qui leur est demandé. Donc, en tout cas, Sandra, merci là pour de nous conforter dans l'idée que la banque s'intéresse à mesurer cette notion
ESG, parce que c'est quand même important de se dire qu'on a quand même encore les pieds sur terre et les pieds dans la boue, les pieds dans la glaise. Ouais, merci Sandra pour votre rapport. Je pense qu'effectivement, on va dire, le but de ces séries de webinaires, c'est de démocratiser et de vulgariser toutes ces différentes notions qui sont en train d'émerger. Et je pense effectivement que le ESG aujourd'hui, c'est pas encore. Je pense que c'est le RSE qui, qui est encore là, qui doit être remplacé par le ESG, en tout cas dans le monde actuel. Let's change that. Et donc, je vous propose, donc on va se retrouver la semaine prochaine avec un auteur allemand qui a écrit qui a un framework sur 4 étapes sur comment est-ce qu'on peut aller du changement personnel au changement étatique. Et je vais laisser ça comme teaser. Vous aurez les informations au cours de la semaine. Et sinon, on aura peut-être encore 2 ou 3 intervenants très intéressants dans les prochaines semaines. Et je vous invite à rejoindre la plateforme Frugal Changemakers que j'ai lancée au début du confinement. Donc, c'est comme un réseau social. Vous pouvez envoyer des messages et vous connecter aux autres. Et je partage régulièrement toutes les informations que je trouve sur ces sujets. Et je pense que je crois dans la force de la communauté et la résilience de la communauté. Donc, je compte sur vous aussi pour partager des ressources et animer la communauté. Merci encore. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.